Donc bonjour à tous. Donc merci d'avoir écourté un peu votre pause repas pour venir m'écouter parler de tests. Donc moi je m'appelle Benjamin Cavy. Dans la vie je travaille à la Maïf. On a plein de produits open source qui sont bien, mais j'ai pas trop le temps d'en parler, donc je vais enchaîner. N'hésitez pas à les regarder, c'est sur notre GitHub. La conf s'appelle Tester pour ne plus douter. En fait, pour être parfaitement honnête, j'aurais dû l'appeler Tester pour ne presque plus douter, voire même Tester pour un peu moins douter, mais vous admettrez que c'était quand même un petit peu moins vendeur. En fait, tout ça pour vous dire que c'est pas une méthode miracle que je vais vous donner. De toute façon, il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour le test. Mais c'est plutôt un truc auquel je suis arrivé après quelques années de pratique et de lecture sur le sujet et tout, et qui marche plutôt bien pour moi. Mais après, si vous avez d'autres méthodes qui marchent bien pour vous, je serais très heureux qu'on en discute après. Donc l'origine de tout ça, c'est que une fois qu'on est convaincu qu'il faut écrire des tests, j'espère que vous êtes tous convaincus qu'il faut écrire des tests, la question se pose de qu'est-ce qu'on écrit comme test, qu'est-ce qu'on teste, etc. Et en fait, quand on tape ce genre de questions dans un moteur de recherche, ou même peut-être dans le chat GPT, je n'ai pas essayé, on tombe assez rapidement sur un truc qui s'appelle la pyramide de test. Alors la pyramide de test, elle a deux intérêts. Le premier, c'est de nous présenter les trois grands types de tests existants. Alors je sais qu'il y a toujours des débats entre où s'arrêtent les tests unitaires, où commencent les tests d'intégration, les tests end-to-end, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette d'accord sur une définition pour les 13 prochaines minutes, et après, chacun repart avec ses idées, et il n'y a pas de souci. Donc pour moi, les tests unitaires, c'est des tests qui sont à une maille plutôt fine. Donc on parle d'une méthode, d'une classe, enfin d'un périmètre assez restreint, et qui vont venir tester vraiment une petite fonctionnalité avec en tout bouchonné. C'est-à-dire que toutes vos I/O, vos accès bases, vos appels réseau et tout, ils vont avoir tendance à être bouchonnés. Les tests d'intégration, c'est plutôt des trucs qui vont vérifier que les différents modules de votre application arrivent bien à se parler. Alors des modules, après c'est très large, ça peut être des classes, des paquets de Java, ça peut être le fait que votre application arrive à bien communiquer avec votre base de données si vous l'avez monté dans un conteneur Docker, etc. Enfin, pour moi, ça c'est toujours un peu de l'ordre des tests d'intégration. Et après, vous avez les tests end-to-end qui vérifient vraiment que votre application fonctionne bien dans un environnement le plus proche possible de la prod. Donc là, l'idée, c'est qu'on va vraiment essayer de tout débouchonner. Si votre application appelle d'autres applications, on va les lancer aussi avec leurs dépendances à elles, etc. Et du coup, ça nécessite de monter un ou plusieurs environnements spécifiques. Ça a un petit coût, etc., etc. Et le deuxième intérêt de la pyramide de test, c'est qu'elle nous dit également quelle quantité de chaque test il faut mettre dans un projet. C'est un peu une recette de cuisine, en fait. Et elle dit que du coup, il faut mettre plein de tests unitaires, moins de tests d'intégration et encore moins de tests end-to-end. Alors pourquoi ? Parce que le principe de base, c'est que les tests unitaires, ça coûte pas cher à écrire et ça s'exécute vite. Donc ça, c'est deux trucs qui sont plutôt des avantages. Et l'autre truc, c'est que les tests unitaires seraient a priori plus précis. C'est-à-dire que quand un test end-to-end pète, vous allez sans doute avoir un petit travail d'investigation pour vous dire est-ce que ça vient de mon appli, d'une autre appli, du réseau, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Là où quand un test unitaire pète, a priori c'est la fonctionnalité que vous étiez en train de tester qui pose problème. Alors ça, c'est des critères qui sont intéressants, mais moi j'en ai quelques autres que je vais vous présenter pour un peu mon test idéal en fait. Alors moi, mon test idéal, il échoue quand il faut et uniquement quand il faut. C'est-à-dire, il échoue quand j'ai une régression, un bug, quand j'ai pété mon contrat d'interface ou des choses comme ça. Et par exemple, quand je suis à l'inverse en train de faire du refactoring mais que j'ai rien cassé, ça m'emmerde un peu que tous mes tests y passent au rouge alors que mon appli a continué de fonctionner correctement. Idéalement, il doit être reproductible, c'est-à-dire que quand je lance un test et qu'il pète, que je fais rien et que je le relance 2 minutes plus tard, j'aime bien qu'il repète, parce que sinon ça a tendance à un petit peu m'énerver. J'aime aussi bien que mes tests s'exécutent assez vite, parce que sinon on tombe dans ce biais, enfin dans ce problème que moi j'ai, vous je sais pas, où en fait on se dit ah les tests ils vont mettre 20 minutes à s'exécuter, je vais commencer à coder cette nouvelle feature. 20 minutes plus tard vos tests pètent, vous avez une centaine de lignes de code non committées qu'il faut mettre de côté, il faut vous remettre dans le contexte du code que vous aviez fait avant de lancer les tests et tout, enfin voilà, ça fait du contexte switching, ça fait perdre du temps, etc., etc. Et le dernier truc pour moi, c'est que mon test idéal il doit se comprendre facilement. Alors à la fois à la lecture, c'est-à-dire qu'en lisant le test, on doit vraiment comprendre ce qu'il fait, ça doit raconter une histoire en quelque sorte. Et quand il pète, on doit quand même comprendre globalement qu'est-ce qui a pété dans l'application, quoi. Et alors je vais revenir à la pyramide de test et je vais appliquer à chaque étage 2 des 4 critères que je vous ai présentés, qui sont la reproductibilité et la vitesse d'exécution. Donc les tests unitaires, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très reproductible, vu que normalement tout est bouchonné, vous êtes dans un environnement complètement contrôlé, et ça s'exécute quand même plutôt rapidement. Les tests d'intégration, pour moi, on reste dans le complètement reproductible, même si vous avez monté des conteneurs Docker et tout, c'est quand même spécifique à votre test et on est dans un environnement contrôlé. En revanche, ça s'exécute un peu moins vite, il y a plus de setup, démarrer les compteurs Docker, démarrer éventuellement l'applicatif, enfin des choses comme ça. Et les tests end-to-end, pour le coup, sur ces 2 critères-là, c'est pas foufou, parce que
la reproductibilité, c'est pas forcément évident parce que finalement, il y a d'autres applications qui peuvent redémarrer, il peut y avoir des soucis réseau temporaires, il peut y avoir peut-être d'autres gens qui utilisent votre environnement ou des choses comme ça. Et bah, c'est aussi très lent parce que comme vous faites des vrais appels aux autres applications qui elles-mêmes peuvent accéder à des bases de données ou des choses comme ça, bah, tout prend forcément plus de temps. Moi, pour ces deux raisons, les tests end-to-end, alors je dis pas qu'il ne faut pas en écrire, hein, c'est vachement utile dans certains cas, mais c'est pas le type de test que je vais le plus écrire quand je fais du dev. Du coup, il reste deux concurrents au titre de mon type de test préféré, que sont les tests unitaires et les tests d'intégration. Du coup, on va parler un petit peu des tests unitaires et des quelques problèmes que moi j'ai avec. Alors moi, le problème que j'ai avec les tests unitaires, c'est que c'est souvent très couplé à la structure du code. C'est-à-dire que vous allez appeler des méthodes qui sont en interne dans votre application, et si vous changez la signature de ces méthodes, imaginons j'ai une application Java où je gère mes erreurs en balançant des exceptions, par exemple, et je décide de me mettre à la programmation fonctionnelle et de plutôt utiliser des Either, donc c'est un objet fonctionnel où on peut avoir soit l'erreur, soit le résultat. Bah, du coup, ça va venir sans doute changer la signature de 90% de mes méthodes, quoi. Et le problème, c'est que tous mes tests qui s'appuient sur ces méthodes, ils vont arrêter de compiler d'un coup. Et ça, c'est un peu relou parce que, en plus de modifier tout mon code applicatif, je vais devoir modifier tous mes tests. Et comme j'ai touché à tous mes tests, bah, finalement, je ne peux pas être sûr qu'ils testent toujours bien ce qu'ils testaient au début, quoi. Est-ce que je n'ai pas modifié leur comportement sans faire exprès? Donc bref, il y a une petite perte de confiance pour moi sur ce truc-là. Et le deuxième inconvénient que je trouve au test unitaire, c'est qu'on teste des bouts de code, mais pas vraiment des fonctionnalités complètes. Imaginons que j'ai une fonction qui permette de vérifier qu'un utilisateur est correct, qu'il a un âge compris entre 0 et 150, un nom, un prénom, enfin ce genre de choses. Je peux mettre plein de tests unitaires sur cette méthode-là, avoir un taux de couverture de fou, même faire du mutation testing ou des trucs comme ça, enfin peu importe. Et ma méthode, elle sera parfaite, il n'y a pas de souci, mais ça ne me dit pas que la fonctionnalité de créer un utilisateur dans mon applicatif, elle fonctionne bien. Parce que peut-être que mon endpoint REST, il fait un mauvais mapping de données avant de l'envoyer à cette méthode-là, peut-être qu'il y a le même problème avec la base, etc. Donc c'est vraiment, ça ne teste pas des fonctionnalités complètes, mais plutôt des bouts de fonctionnalités. Et c'est pour ça que moi, je préfère les tests d'intégration dans ma pratique de tous les jours, et que la pyramide de tests, je préfère un truc qui s'appelle le diamant de test. Alors, ça aurait pu s'appeler le losange de test, mais encore une fois, c'était un peu moins vendeur. Donc voilà, le diamant de test, c'est un peu plus shiny, quoi. Et donc, dans ces tests d'intégration, j'ai quelques guidelines pour les écrire qui sont inspirés de l'outside in, pour ceux qui connaissent. Et en fait, l'idée, c'est d'écrire les tests vraiment comme si on était un utilisateur de l'application. C'est-à-dire, on teste des fonctionnalités qui sont utilisées par l'utilisateur, idéalement, et on le fait en mode boîte noire, c'est-à-dire qu'on va le faire en utilisant les interfaces qu'on fournit à l'utilisateur. Alors ça peut être interface au sens interface web, ça peut être un endpoint HTTP, ça peut être un broker Kafka ou un truc dans le genre si jamais votre application émet des messages. Mais l'idée, c'est de vraiment pas s'intéresser à la manière dont c'est implémenté et de pas trop venir taper dans la base ou appeler des méthodes internes ou des choses comme ça. Et le dernier truc, c'est que j'essaye de bouchonner le moins possible parce que les bouchons, c'est quand même méga relou à maintenir. Alors concrètement, qu'est-ce que j'utilise comme outil pour faire ça? Très bonne question et je vais y répondre. Alors déjà, j'utilise pas mal des conteneurs Docker, notamment pour démarrer par exemple tout ce qui est base de données, broker de messages, etc., etc. Et il y a un outil qui est vachement bien pour orchestrer vos conteneurs depuis vos tests, c'est les test containers. Ça permet de démarrer des conteneurs, d'interagir avec, de les arrêter, de les relancer et tout. C'est vraiment hyper flexible, ça existe dans plein de langages et c'est vraiment top. J'utilise également, alors c'est parce que je suis un peu maqué à l'écosystème Java, mais moi j'utilise WireMock pour tout ce qui est bouchonnage d'appel HTTP, pour tout ce qui est dépendance extérieure, parce que là il n'y a pas trop le choix que de faire des bouchons. J'ai mis quelques autres outils qui sont plus pour Node ou des choses comme ça. J'utilise Cypress pour les tests de mon front-end, parce que Cypress c'est vraiment cool pour tester tout ce qui peut s'ouvrir dans un navigateur. Ça permet de faire plein d'interactions vraiment comme un utilisateur, remplir des champs, cliquer sur des boutons, attendre, chercher si un élément est visible, etc., etc. C'est vraiment super pratique. Alors, on m'a dit récemment que Playwright, pardon. J'ai pas eu le temps de le tester encore, il faut que j'essaye, mais du coup, je peux pas trop. C'est une alternative à Cypress, si ça vous intéresse. Et avec Cypress, moi, j'utilise un truc qui s'appelle Testing Library, qui permet. En fait, c'est pour récupérer les éléments du DOM avec lesquels vous voulez interagir, les boutons, les champs de texte et tout. L'approche de ce truc-là, c'est que plutôt que de se baser sur des noms de classes CSS, des tag names d'éléments HTML, des ID, des test ID ou que sais-je encore, pour récupérer les éléments de votre DOM, vous allez plutôt utiliser les rôles dans l'arbre d'accessibilité. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire que si un composant, par exemple, a un role button, même si vous changez toute votre librairie de composants graphiques et tout, à la fin, peut-être que le tag HTML derrière aura complètement changé, mais il y a quand même de grandes chances qu'il ait encore un role button au bout du compte. Et donc voilà, on est toujours dans cette idée d'essayer de tester des trucs qui changent le moins possible.
Et en plus, ça permet de vous assurer que votre application a une première couche d'accessibilité, même si c'est loin d'être suffisant. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne sur une vraie application? Donc là, imaginons j'ai une application qui expose des endpoints REST, qui utilise une base Postgre, publie des messages dans un Kafka, qui sert un front-end de back-office, mais les clients peuvent aussi m'appeler directement par l'API. Et cette application, elle appelle d'autres applications qui ont aussi des endpoints, etc. Alors, pour mettre tout ça en condition de test, ce que je fais, c'est que déjà, je mets dans des conteneurs ce que je peux mettre dans des conteneurs, donc c'est-à-dire là, par exemple, Postgre et Kafka. Je bouchonne ce qui est hors de mon périmètre, donc les autres applications, et le reste, je le garde, puisque, évidemment, c'est ce que je vais tester. Pour tester la partie plutôt back-end, l'idée, c'est que dans mes tests en eux-mêmes, je vais vraiment me contenter d'appeler mon API avec un client web, avec un client REST, et voilà, de lire ce qui est publié, ou éventuellement de publier des choses dans mon topic Kafka via un client Kafka. Alors évidemment, j'ai des add before et des add after où je fais le setup, etc. Mais l'idée, c'est que dans mes tests, je me contente vraiment d'interagir avec ça comme si j'étais un utilisateur. Pour le front-end, c'est encore plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire que hors setup de test, je vais interagir uniquement avec le DOM via Cypress et Testing Library. Et tout le reste, je m'en fous de comment c'est fait. Je considère ça comme une grosse boîte noire, comme c'est représenté de manière assez subtile sur cette slide. Alors les avantages de cette méthode, c'est que si un test pète, ça veut dire que mon comportement a changé du point de vue de l'utilisateur. Peut-être que c'est une régression, peut-être que c'est un bug, peut-être que c'est un truc que je voulais, mais dans tous les cas, ça vaut le coup que je sois au courant. Ça me rend aussi assez résistant au refactoring, parce qu'imaginons que demain, je décide de changer toute l'architecture applicative et de passer en architecture hexagonale, si j'ai à peu près respecté ça, mes tests vont assez peu péter, et au contraire, ça va même être un guide qui va me dire, là, tu n'as pas pété cette fonctionnalité-là, ça marche toujours, etc. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que ça permet de tester toute la stack. Moi, j'aime bien utiliser des opérateurs un peu JSON dans Postgres ou des choses comme ça. C'est mon côté un peu hipster. Et donc, du coup, je peux avoir des requêtes un peu compliquées avec un peu de métier dedans, etc. Et l'avantage de cette approche, c'est que comme j'ai une vraie base Postgre qui est démarrée, je peux tester mes vraies requêtes plutôt que de devoir bouchonner. Donc, c'est assez rassurant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça permet de penser aux fonctionnalités d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire que comme dans nos tests, on utilise les interfaces exposées à l'utilisateur, ça facilite le raisonnement de se poser la question en tant qu'utilisateur, si je voulais faire ça, qu'est-ce que j'aimerais bien appeler comme endpoint, avec quelles données et tout, plutôt que de tomber dans le biais de me dire mon code il est comme ça, cette fonctionnalité ça m'arrangerait bien de la faire comme ça en tant que développeur, du coup je vais plutôt faire comme ça. Ça aide à penser un peu du point de vue utilisateur, puisque vous allez être utilisateur de votre application dans les tests. Alors, une limite qu'on peut rencontrer avec cette approche-là, parce qu'il n'y a évidemment pas que des points positifs, c'est que si on n'y fait pas gaffe, les tests, ça peut vite devenir très compliqué. Alors, un premier truc tout con, mais ça coûte rien de le dire, c'est que si vous avez, par exemple, ce truc-là de dupliquer dans tous vos tests, vous avez un problème. Déjà, parce que c'est un peu dur de comprendre ce que ça fait. Alors, on imagine là que c'est une requête HTTP sur un endpoint account en GET. Du coup, on imagine que c'est le truc pour consulter un compte. Ça, mais bon, c'est pas clair. Et le deuxième truc, c'est que si jamais vous changez, par exemple, votre méthode HTTP, vous allez devoir la changer dans tous vos tests quand ce bout de code-là. Donc, évidemment, une bonne solution à ce truc-là, c'est d'extraire des primitives de tests, comme là, cette méthode fetchAccount, qui va vous renvoyer la même chose que ça, mais qui va complètement masquer son implémentation et avoir un nom un petit peu sémantique. On comprend mieux ce qui se passe. On peut aller plus loin et mettre en place ce qu'on appelle un builder fonctionnel de test. Alors, ne partez pas en courant. C'est un truc que vous allez écrire dans votre code de test et qui va vous permettre en fait de construire via un pattern builder une situation de test. Donc là, par exemple, je crée un utilisateur qui s'appelle Benjamin, par exemple. Je lui rajoute 2 comptes avec des crédits. Et quand j'appelle la dernière méthode build, j'ai mon code derrière mon builder qui va faire tous les appels HTTP pour me setup ce truc-là. L'avantage que ça a, c'est que ça permet d'obfusquer pas mal de complexité. Par exemple, si demain ma relation entre mes utilisateurs et mes comptes change, et imaginons que ce n'est plus le nom d'utilisateur, mais c'est un ID technique, mon builder va pouvoir me le masquer. De la même manière, si je mets de l'authentification, je peux définir dans mon builder que si je ne demande pas d'authentification spécifique, on va considérer que je suis authentifié avec tous les droits. De même, la méthode build, elle peut même retourner un objet qui contient par exemple les tokens JWT avec lesquels vous êtes authentifié, si vous voulez faire des asserts dessus ou des choses comme ça. Donc ça fait un peu peur au début, je vais vous mentir, c'est un peu laborieux à mettre en place la première fois, mais après c'est vraiment que du plaisir. Et le dernier point pour essayer de limiter cette explosion de complexité, c'est d'essayer de vraiment aller à l'essentiel dans chaque test. Si par exemple j'ai un test qui teste que le retrait fonctionne bien dans une application bancaire, ça peut être tentant de me dire « Ah bah tiens, comme je dois créer un compte juste avant, je vais en profiter pour vérifier que ma création de compte elle retourne bien un code HTTP 201 par exemple. » Mais sauf que ça, c'est pas ouf, parce que déjà si vous changez votre code de retour, vous allez devoir le faire à plein d'endroits dans tous les tests où vous avez fait ce test-là.
Et en plus, ça vient nuire à la complexité et du coup rendre votre test un peu plus compliqué à lire, on ne comprend plus trop ce qui est testé, etc. etc. Pour conclure, je vous donne quelques pointeurs vers d'autres talks sur le sujet. Alors, je vous conseille énormément celui de Thomas Pierrin sur l'Outside-in d'Ivan, qui parle aussi de ce sujet, mais plus en profondeur, parce que c'est plus long. Et je vous en ai mis quelques autres qui permettent d'explorer un peu le sujet. Je vais les mettre sur Twitter juste après. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions.